Partie 2, chapitre 4. L'école hanafite et l'approche inductive. L'imam Abu Hanifa, 699-767, né à Koufa, fut l'un des plus éminents savants de la tradition juridique de l'Irak, et donc des partisans de l'opinion, Ahl al-Ray. Il n'a pas lui-même écrit sur sa pensée, sa méthode et ses conclusions, mais ce sont surtout ses élèves, au premier rang desquels Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani et Zafar ibn Hudayl, qui nous ont éclairés sur sa méthodologie et ses pratiques. Il n'existe pas de certitude concernant la façon dont a été écrit et composé son célèbre recueil de traditions prophétiques, Al-Musnad, mais il semble que ce sont surtout ses disciples qui ont, sous son autorité et avec sa relecture, élaboré cet ouvrage qui respecte l'ordre des chapitres des ouvrages classiques du fiqh. D'abord attiré par le commerce, qu'il a pratiqué toute sa vie, Abu Hanifa s'intéresse peu à peu au cercle savant de sa ville, Koufa, où les débats et les disputes en matière de droit et de jurisprudence, de philosophie, de principes de la foi ou encore de politique sont vifs et fréquents. Il étudie de nombreuses matières, dont le kalam, la philosophie, et le tafsir, l'exégèse du Coran. Puis se concentre plus particulièrement sur le fiqh, qu'il approfondit sous l'autorité du savant irakien de son époque, Ahmed ibn Abi Sulayman. Plus tard, il rencontrera des savants des différentes traditions, divers courants chiites et écoles juridiques, malikites, aouzaïtes, taourites, de même que des compagnons du prophète, notamment lors de ses séjours au voyage à la Mecque. Abu Hanifa, une époque, une vie, une méthode. L'imam Abu Hanifa a vécu à une époque antérieure à celle de Shafi'i. Il ne faisait pas face aux mêmes défis. Le premier prolongeait l'élaboration juridique des compagnons du prophète et de la génération qui les avait suivis, at-Tabi'un, dans une ville au foisonnement intellectuel centenaire, alors que le second, avec son œuvre Ar-Risala, faisait un travail de clarification, de synthèse et de recadrage normatif face aux excès et aux divergences juridiques qui se multipliaient à son époque. À Koufa se trouvaient des savants chiites. Ja'far al-Sadiq est un des enseignants d'Abu Hanifa. Des zaïdites, des kharijites, des mu'tazilites et d'autres tendances et sectes avec lesquelles Abu Hanifa n'hésitait pas à discuter et à débattre. Il ira jusqu'à Basra pour se confronter aux vues des partisans des diverses sectes, voire des dahrites matérialistes athées, et poursuivra sa vie en débat et en voyage. Son séjour de 6 ans à la Mecque va lui permettre de rencontrer des compagnons du prophète, la nouvelle génération, at-Tabi'un, les imams Malik et al-Awza'i, entre autres savants, et de se familiariser avec la pensée des partisans de la tradition, Ahl al-Hadith. Loin du Hijaz, avec un nombre limité de traditions prophétiques à disposition, Abu Hanifa va chercher la connaissance auprès d'un maximum de sources possibles, et il élabore sa propre méthodologie qui deviendra, par l'engagement de ses disciples, une école de droit, madhab, reconnue et respectée. L'époque d'Abu Hanifa, contrairement à celle de Shafi'i, est surtout mue par la production juridique rendue nécessaire par le lieu lui-même. Loin de la Mecque et de Médine, il fallait trouver des solutions nouvelles à de nouveaux défis. Dans sa ville, il côtoie des Grecs, des Indiens, des Perses et des Arabes. La diversité de leur culture vient s'ajouter à la multitude des courants de pensée que nous venons de mentionner. À l'instar de sa pratique constante du commerce, ces caractéristiques vont avoir une évidente influence sur sa pensée. Ses opinions juridiques se confrontent immédiatement à la réalité des coutumes, des pratiques commerciales et financières et à la difficulté,
voire à l'impossibilité de ne pas tenir compte de l'intérêt de la population. Et sa lecture des textes est donc naturellement imprégnée par les exigences du réel et du quotidien des hommes. Ces dernières imposent de remettre en question les sources scripturaires quand elles sont ouvertes à l'interprétation, zanie, ou simplement silencieuses. Il faut trouver des réponses qui restent fidèles au texte tout en résolvant les problèmes de l'époque. Abu Hanifa mettra en avant 3 sources secondaires qu'il associe aux 3 sources principales acceptées à son époque, Coran, Sunna et Ijma'. Ainsi, il renforce et donne une place prépondérante à la pratique du raisonnement par analogie, le qiyas, s'appuie sur le principe de l'istihsan, la préférence juridique établie par le savant en tenant compte de l'intérêt des personnes, et intègre la référence à la coutume, urf, dans l'élaboration juridique. Le caractère commun de ces sources secondaires est de tenir compte tout à la fois de l'environnement, des nouvelles situations, des cultures et bien sûr de l'intérêt des sociétés et des personnes. Ainsi, les textes restent la référence première, mais le contexte humain et social doit être pris en compte pour nourrir l'élaboration juridique. Lire les textes en essayant d'extraire les finalités de l'énonciation, comme cherchaient à le faire les Ahl al-Ray, permettait d'intégrer plus naturellement le contexte au moment de l'application des textes dans un nouvel environnement. Abu Hanifa, nous l'avons vu, n'a pas écrit une œuvre de synthèse de sa pensée et de sa méthodologie. Ce sont ses élèves qui nous ont transmis l'essentiel de sa production, mais également renseigné sur sa méthode. Il avait l'habitude de réunir ses étudiants, d'exposer un cas et de les laisser étudier, débattre et formuler leur avis. Ce n'est qu'ensuite qu'il intervenait et exposait sa propre opinion en la matière. En sus, il n'hésitait pas à inventer des situations imaginaires et à extrapoler, à la différence de l'imam Malik, comme nous le verrons, en poussant ses étudiants à formuler de potentielles réponses. Ces élaborations juridiques hypothétiques, fiqh taqdiri, sont intéressantes, dans la mesure où le savant interrogeait le texte en imaginant les potentialités du réel, voire de l'avenir. Il s'impose donc ainsi en permanence de chercher la raison d'être, la cause, il est, d'une prescription ou d'une interdiction, afin de tenter de lui être le plus fidèle possible, quels que soient les environnements ou les situations humaines. Abu Hanifa s'est intéressé au fiqh et n'a jamais pensé, ou stipulé clairement, des catégories d'extraction de règles à partir des sources scripturaires premières. Sa production dans le domaine du fiqh, telle que léguée par ses élèves, se focalise très vite sur le côté pratique, les ramifications du droit et les questions secondaires et détaillées. Sa méthode, qui insistait sur la confrontation avec les réalités humaines, le menait naturellement à produire des réponses circonstanciées et pragmatiques. C'est à partir de ces dernières que va s'élaborer la méthode inductive des savants de l'école hanafite. La pratique de l'induction, déterminer les fondements théoriques à partir des réponses juridiques pratiques. Le cours exposé qui précède sur l'expérience et l'apport d'Abu Hanifa est des plus intéressants dans le cadre de notre étude. On perçoit clairement que le savant du droit, le faqih, fait face à la réalité de sa société, des êtres humains qu'il côtoie, et essaie de chercher des solutions concrètes à la lumière des textes, mais en tenant compte des impératifs du lieu, des coutumes et de l'intérêt commun. Pour ce faire, il cherche naturellement la raison d'être. Il est des obligations et des interdictions formulées dans les sources scripturaires afin de pouvoir, à partir de l'identification de ces dernières, établir des règles ou proposer des avis juridiques, fatwa, qui, au-delà de la lettre du texte ou de son silence, restent fidèles à l'objectif de l'énoncé. La prégnance du réel est surtout perceptible dans l'entreprise d'Abu Hanifa,
Et il faut noter qu'il n'est pas du tout accidentel d'avoir vu fleurir l'école des gens de l'opinion, Ahl al-Ray, en Irak plutôt que dans le Hijaz. Avec un accès naturellement moins direct aux traditions prophétiques et dans une société bien différente de celle des villes de Médine et de la Mecque, les savants étaient obligés de faire face aux exigences du contexte, à sa complexité et aux nouvelles questions, au moment même où ils cherchaient à appliquer les prescriptions stipulées par le texte. Avec Abu Hanifa, nous sommes encore à l'origine de la production de ce droit appliqué. Le questionnement, l'approche critique, parfois le courage et l'audace, et la créativité permanente et confiante dans ses réponses autant que dans ses méthodes d'enseignement, accompagnent le savant, le juriste, qui n'hésite pas à aller loin dans la discussion des détails pratiques, voire, nous l'avons vu, à penser des situations hypothétiques. Environ un demi-siècle plus tard, Shafi'i se trouve dans une situation déjà différente. Si, dans son travail de savant du droit, de faqih, il n'hésite pas à s'armer du même esprit critique, du même courage et de la même inventivité que son prédécesseur Abu Hanifa, il perçoit néanmoins les premiers signes des excès concernant l'usage des sources secondaires, l'opinion, la préférence juridique fondée sur l'intérêt commun, la coutume, voire d'un abus dans l'usage du raisonnement par analogie, et ce, au détriment de la référence première et de la centralité des textes. C'est pourquoi il revient à ces derniers et décide de proposer, comme nous l'avons vu, une grille de lecture, une méthodologie de l'extraction des règles, ahkam, avec ses catégories, ses principes et ses maximes. Il tient à fixer un cadre pour empêcher les dérives en matière du fiqh. Il faut noter que Abu Hanifa lui-même avait été personnellement en butte à de vives critiques concernant ses méthodes. On l'accusait de négliger la sunna, de lui préférer le raisonnement par analogie et de faire un usage immodéré de sa détermination de la préférence juridique. À plusieurs reprises, face à l'autorité politique comme dans ses débats avec d'autres savants, il avait dû répondre à ces accusations et redire la place essentielle des traditions prophétiques dans sa réflexion et ses avis juridiques. Il affirma un jour « Ce qui vient de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous l'acceptons d'intelligence et de cœur, par mon père et ma mère. Nous n'avons pas à nous y opposer. Ce qui vient des compagnons, nous le sélectionnons. Quant à ce qui vient d'autres sources qu'eux, eh bien, ils sont des êtres humains comme nous. » Au-delà de la rencontre de Shafi'i avec l'un des disciples d'Abu Hanifa, Al-Shaybani, que nous avons mentionné plus haut, et des désaccords qui les opposent, l'élaboration des fondements du droit tels que proposés par Shafi'i va se présenter comme un vrai défi pour les partisans de l'école hanafite. Comment, en effet, expliquer les conclusions auxquelles étaient parvenus Abu Hanifa et ses élèves les plus productifs? Comment d'ailleurs expliquer les divergences au sein de la même école, puisque, à plusieurs reprises, l'élève Abu Youssouf mentionne ses désaccords avec son maître? Comment enfin intégrer l'ensemble de la production juridique hanafite, très en prise avec le réel et donc forcément détaillée, avec la méthodologie et les catégories en amont, presque a priori, proposées par Shafi'i? Les partisans vont de fait procéder d'une façon opposée à celle de Shafi'i, dans son rapport au texte et au fondement du droit. Ils ne vont pas mettre en cause ou limiter la production de l'apport pratique du fiqh par l'imposition d'un cadre de référence, mais plutôt reconstruire ce dernier en partant des conclusions et des avis juridiques de leurs savants. Ils procèdent par induction et remontent aux causes et aux raisons d'être des avis de savants pour découvrir au cours de ce processus les hillel qui expliquent les prescriptions textuelles, comme les avaient comprises leurs savants. Ce travail leur permet de déterminer quelques règles d'extraction
Qawaid al-Istinbat, propre à leur école, et ainsi de proposer une méthodologie et une catégorisation générale à partir des pratiques usuelles des savants. Ce travail d'induction est intéressant, mais il est surtout naturellement riche de l'expérience du droit appliqué aux réalités du monde qui caractérisait Abu Hanifa et ses partisans. On connaît l'imposante production juridique des fuqaha hanafites avec les célèbres ouvrages Kitab al-Athar ou Kitab al-Kharaj d'Abu Yusuf ou al-Mabsout, parfois nommé al-Asl, le principe premier, compte tenu de son importance. Al-Jami' al-Saghir, Al-Jami' al-Kabir de Shaybani, mais c'est surtout l'œuvre produite par Abul Hassan Ali ibn Muhammad al-Bazdawi, surnommé Fakhr al-Islam, fierté de l'islam, qui présentera la synthèse de la pensée hanafite en matière de fondement de la jurisprudence. Son ouvrage majeur sur la question, Kenz al-Wusul ila Ma'rifat al-Usul, parfois simplement appelé al-Usul, expose les principes et la méthodologie de l'école hanafite en matière de fondement du droit, à la suite d'un long travail inductif de Bazdawi lui-même, mais également de savants hanafites qui l'ont précédé. À la lumière de cette œuvre majeure, et en tenant compte des propos d'Abu Hanifa, on peut mettre en avant les sources sur lesquelles s'appuie l'école hanafite en matière d'extraction des prescriptions. Elles sont au nombre de 7. Le Coran, la Sunna, les propos des compagnons, le consensus, le raisonnement par analogie, la préférence juridique et la coutume. La méthode inductive qui reconstruit les séquences du raisonnement dialectique en partant des réponses juridiques pratiques pour remonter vers la codification des fondements théoriques se distingue naturellement de la méthode déductive de Shafi'i sur au moins 2 plans: les modalités et la nature du raisonnement à partir d'avis juridiques, sur lesquels le réel a déjà exercé une influence importante, voire décisive, et bien sûr, la détermination des sources du fondement du droit. Rationalité, méthodologie et sources. Les savants de l'école hanafite qui ont désiré comprendre a posteriori la logique et la cohérence de la méthodologie qu'avait établie Abu Hanifa ont dû d'abord se confronter à ses conclusions, à ses réponses et parfois à ses propres révisions ou corrections sur certains avis juridiques. Il leur était impossible de se référer aux seuls versets et traditions prophétiques, et il leur était impossible de se référer aux seuls versets et traditions prophétiques, et ils devaient donc chercher à extraire la raison d'être du raisonnement sur les textes à partir de leur relation à des contextes spécifiques, lesquels justifiaient l'énoncé des différents avis juridiques. Ils étaient d'emblée engagés dans une étude fondée sur le raisonnement dialectique entre le texte et le contexte, puisque ces 2 dimensions étaient par définition déjà intégrées dans la réponse juridique pratique qui leur servait de point de départ. L'exercice consistait donc à établir des liens logiques entre les causes et les conséquences d'un avis juridique humain d'une part, et un ou plusieurs textes révélés ou traditions prophétiques relatifs à la question d'autre part. Ce travail de correspondance logique et dialectique devait être à même d'approcher ce qui avait été compris de l'intentionnalité explicite ou implicite des sources scripturaires. On le voit ici, le réel, l'environnement social et humain éclaire par induction les modalités d'interprétation du texte et permet en 2 étapes d'extraire non plus seulement la raison d'être de l'avis juridique, mais la raison d'être des textes eux-mêmes. La rationalité, les raisonnements dialectiques et la découverte des raisons d'être d'une règle façonnent l'univers du savant en quête des fondements du droit et imposent en permanence la prise en compte non plus seulement
du contexte d'énonciation, comme avec Shafi'i, mais de l'ensemble du contexte humain et social. Peu à peu, les savants hanafites, à l'instar de Bazdawi, vont élaborer le cadre d'une méthodologie qui, même si elle n'était pas explicitement exposée par Abu Hanifa, n'en était pas moins la grille de lecture qui sous-entendait l'ensemble de ces raisonnements. La prégnance du contexte imposa, nous l'avons vu, le raisonnement dialectique et l'argumentation critique. Et Ibn Khaldoun releva plus tard l'apport déterminant de Bazdawi dans cette matière. Cette méthodologie, d'abord naturellement et informellement pratiquée, va permettre au moment de sa théorisation de remonter au fondement du droit, de les catégoriser, mais surtout de déterminer les sources qui ont accompagné le travail d'induction. Shafi'i, en initiant son travail déductif à partir des sources scripturaires, avait clairement stipulé non seulement la centralité de ces dernières, mais également le fait qu'elles devaient avoir la préséance sur toute autre considération. Ainsi, même dans le cas où le texte est silencieux, le raisonnement critique et autonome est possible, au sens restrictif du raisonnement par analogie, voire la préférence juridique, istihsan, qui ramène le savant à la logique et à la raison d'être, déterminée par le texte lui-même. Abu Hanifa et les savants de l'école hanafite acceptent bien sûr la centralité du Coran et des traditions prophétiques, et en ce sens, nous l'avons dit, les critiques qu'a essuyé Abu Hanifa concernant sa négligence de la sunna ne sont pas fondées, et ce d'autant moins quand on sait l'importance qu'il a accordée, et après lui ses élèves, aux avis des compagnons du prophète. Ce qui va pourtant clairement apparaître dans l'identification, induite a posteriori, des sources du droit islamique dans l'école hanafite, est une série de sources secondaires intégrant le rapport au contexte social et humain. Quand les sources scripturaires sont silencieuses sur une question donnée, Abu Hanifa reconnaît le caractère contraignant de l'ijma', le consensus, qu'il définit comme le consensus des compagnons et plus largement des savants versés dans le droit, qui se présente comme la première forme collective de la pratique de l'ijtihad. Le raisonnement par analogie, el-qiyas, est bien sûr central dans la méthodologie de l'école hanafite, et le fiqh hypothétique, el-fiqh al-taqdiri, s'appuie constamment sur l'analogie en multipliant et en complexifiant les situations à étudier. Abu Hanifa, contrairement à Shafi'i, n'a jamais considéré l'istihsan comme un simple prolongement du qiyas, qui de fait aurait été censé en limiter l'usage, mais bien à l'instar d'ailleurs de l'imam Malik comme une référence et un outil à part entière. Au demeurant, l'istihsan joue chez Abu Hanifa un rôle presque opposé à sa délimitation dans la catégorisation des Shafi'i. Il ne s'agit pas ici de limiter l'istihsan par le qiyas, mais justement d'avoir recours à l'istihsan pour éviter qu'une application stricte et littérale du raisonnement par analogie aille à l'encontre des objectifs de la révélation, qui est d'abord de protéger l'intégrité et les biens des personnes tout en leur facilitant la vie. On perçoit que, dans la pratique, l'istihsan, sans nier la relation nécessaire au texte, apparaît comme une source secondaire, tenant compte, par définition, du contexte social et humain. Il en est bien sûr de même de la 7e source recensée, el-urf, la coutume, qui établit par définition un rapport à l'environnement dont la prise en compte est destinée à éclairer la lecture des sources scripturaires, à orienter l'application concrète des prescriptions, et enfin à intégrer dans l'ordre du légal des pratiques coutumières positives sur lesquelles des textes sont restés silencieux. Cela impose aux savants, de surcroît, de connaître la société dans laquelle ils vivent au moment de légiférer.
Il est important ici de se souvenir que l'œuvre d'Abu Hanifa a précédé celle de Shafi'i et que la volonté de clarification et de restriction est venue a posteriori, quand il apparaissait que les excès se multipliaient et que d'aucuns prenaient des libertés quant au caractère contraignant et normatif des textes. Historiquement plus près de l'origine, Abu Hanifa est dans une démarche naturellement plus confiante et il cherche à prolonger l'expérience de la première communauté des croyants concernant l'application fidèle des règles, le maintien de l'esprit des textes et le pragmatisme des réponses. Sa propre expérience des hommes a toujours été mise à contribution au cours de ses élaborations juridiques, et notamment dans le commerce. Un grand nombre de règles ou de facilités proposées par Abu Hanifa, notamment dans le paiement en espèces et non en nature de la zakat, l'impôt social purificateur, ou encore les clauses d'allègement en matière de commerce lorsque celui-ci a lieu dans une société majoritairement non musulmane, ont clairement été influencés par la prise en compte de l'environnement social, voire des us et des coutumes des populations. Cette souplesse dans un grand nombre de domaines se trouve également dans l'œuvre de son contemporain l'imam Malik, avec sa réflexion approfondie sur al-masalih al-mursala, questions d'intérêt public, sur lesquelles les textes sont restés silencieux, ou encore son usage de l'istihsan pour réguler une pratique trop restrictive ou contre-productive du raisonnement par analogie. Dans les deux cas, on voit que le contexte est grandement pris en compte. Il est toujours considéré certes comme une source secondaire, mais son rôle est fondamental et exerce implicitement ou explicitement une fonction de régulateur, soit dans la lecture des textes, soit dans leur application. Il s'agit toujours de déterminer la cause, la raison d'être d'une obligation ou d'une interdiction, pour extraire l'intention, niya, l'objectif, qasd, ou la sagesse, hikmah, que recèlent les dites prescriptions. Sans cette opération, il devient impossible d'appliquer les règles ou de stipuler des avis juridiques dans un nouvel environnement sans courir le double risque d'une application littérale qui trahit l'esprit ou d'une immersion dans les réalités sociales qui fait perdre la lettre. La méthode déductive comme la méthode inductive ont permis d'établir à travers le temps les sources premières du droit et de la jurisprudence islamique. Il s'agissait de savoir comment traiter les textes de référence dans de nouveaux contextes et tout au long de l'histoire des hommes. La préoccupation était et est demeurée d'essayer de rester fidèle au Coran et aux traditions prophétiques. Les premiers savants ont naturellement cherché des solutions pour leur temps, mais il est également nécessaire de déterminer un cadre, des normes et une méthodologie. Ce qui sourd de ce long travail de codification, c'est d'abord une ouverture naturelle des premiers savants vers le monde, la société, les us et coutumes comme espace naturel à prendre en compte au moment de légiférer. Puis au fil des décennies, de l'expansion territoriale et souvent des excès d'extrapolation, on assiste à un recadrage autour des textes et l'affirmation de leur prééminence sur toute autre considération. Ce mouvement historique n'a pourtant, à aucun moment, empêché la production juridique, et surtout la prise en compte des raisons d'être des textes et de leurs objectifs. Cette préoccupation est intrinsèquement liée aux premiers travaux des fuqaha. Des savants postérieurs, plus intéressés au fondement du droit, vont, en s'appuyant sur l'ensemble de l'héritage légué par les fuqaha et les écoles de droit, chercher à proposer une nouvelle grille de lecture et une méthodologie pensée sur la base des objectifs supérieurs du droit islamique. Il s'agit presque d'un troisième âge des sciences du fondement, et l'apport de cette école va s'avérer déterminant, notamment parce qu'elle impose une nouvelle façon d'aborder et de considérer le rapport entre la loi, son objectif et le contexte humain et social.